beaucoup d'entre nous, les Philippines évoquent des plages de sable blanc, une eau cristalline, des jungles luxuriantes, l'adobo, un paradis terrestre. La legendaria galantería hispana ha rebasado sus límites, dando al mundo la más hermosa lección de diplomacia porque toca al corazón. Cet archipel d'Asie du Sud-Est a été pendant plus de 3 siècles une colonie espagnole. Puis, suite à la défaite des troupes espagnoles en 1898 par les États-Unis, les Philippines sont cédées pour 20 millions de dollars. Avec l'inflation, ce sont environ 620 millions de dollars d'aujourd'hui. Ouais. À cette époque, les colonies étaient vendues sans plus de formalité. Dans ce cas précis, le prix de vente était déterminé par les États-Unis. Après tout, ils venaient de gagner la guerre. Ce n'est pas pour autant que les Philippins ont trouvé la liberté. Les États-Unis ont gouverné les Philippines pendant près de 50 ans jusqu'à l'obtention de leur indépendance en 1946. Depuis lors, la trajectoire de ce pays a été chaotique. Dictature, corruption, violence, trafic de drogue, radicalisation islamiste. Les Philippines concentrent les pires problèmes que rencontrent le Venezuela, le Honduras ou le Pakistan. Et pour lutter contre ces fléaux, ils ont élu Rodrigo Duterte à la présidence. Bien qu'il ait été élu démocratiquement, son mandat présente des dérives autoritaires. Le maire philippin sur la liste des narcos de Duterte a été abattu. Une politique de massacre encouragée cible les pauvres aux Philippines. La politique de guerre totale du président Rodrigo Duterte contre le trafic de drogue a fait plus de 20 000 morts depuis 2016. On parle d'exécution extrajudiciaire légalisée. Alors c'est qui ce Duterte ? Les Philippines, un pays capable du meilleur comme du pire. Les Philippines sont un pays très inhabituel. C'est la première nation asiatique dont la constitution a été approuvée par un congrès partiellement élu. On vous parle de la fin du 19e siècle. Durant la courte période entre la fin de la domination espagnole et l'invasion états-unienne, l'archipel a pris le nom de la république de Malolos, sans être toutefois reconnu par la communauté internationale. Mais après l'achat à 20 millions de dollars de ces îles, les Américains ont été très clairs sur la nature de leur occupation de ce territoire. Tout soutien à la cause indépendantiste était considéré un crime et dès 1906, les troupes américaines sur place ont arrêté et exécuté les membres du gouvernement en place, dont son président, le général Macario Sakay. La mort viendra à nous tous, tôt ou tard, alors je me tiendrai calmement devant le Seigneur Tout-Puissant. Mais je veux vous dire que nous ne sommes pas des bandits ou des voleurs, comme les Américains nous en ont accusés, mais des membres de la force révolutionnaire qui a défendu notre mère patrie, les Philippines. Vive la démocratie, et j'espère que notre indépendance renaîtra dans le futur. Vive les Philippines. Macario Sakay. Les Philippines sont un pays avec de multiples facettes. Avec 110 millions d'habitants, on y parle 170 langues différentes. Fait notable, la croissance économique des Philippines s'est maintenue durant 21 ans à taux de croissance systématiquement positif, avoisinant les 6% annuels, jusqu'à la pandémie. Mais en 2020, son économie s'est contractée de 8,3% d'après le FMI, ce qui en fait le deuxième pays le plus touché après la Thaïlande. Mais c'est pas cet accident de parcours qui explique la pauvreté aux Philippines. La majorité de la population reste ancrée dans une grande misère très éloignée de la réalité dépeinte dans les cartes postales. Le salaire moyen est d'un peu plus de 200 $ par mois. Pourtant, plus de 12 millions de Philippins transfèrent chaque année 30 milliards de dollars à leurs familles restées au pays. Son économie repose sur le tourisme et les envois de fonds depuis l'étranger. Avec plus de 7000 îles, le pays est équipé d'infrastructures médiocres, un bazar pour le gouvernement. En gros, c'est un terreau fertile pour les activités illicites. La combinaison de ces éléments ont conduit les Philippines à devenir l'un des épicentres mondiaux de la traite d'êtres humains et du narcotrafic. Les Philippines ne sont pas seulement le plus gros consommateur de méthamphétamine et de cannabis en Asie du Sud-Est, mais aussi leur principal producteur. Une idée de l'origine des principaux cartels du pays, la Chine. La violence et l'insécurité sont donc des enjeux majeurs aux Philippines. C'est tout un tissu économique souterrain qui s'est tissé, dédié à la traite d'êtres humains, au trafic d'organes et de drogue. Bien sûr, la corruption, qui en est à la fois la cause et la conséquence, est quasiment institutionnelle. Et comme bien souvent, la pauvreté a contraint de nombreuses familles à chercher la protection des bandes criminelles locales. Et c'est ce contexte qui explique l'apparition de Rodrigo Duterte. Le discours politique du président philippin présente deux caractéristiques principales. D'une part, concernant le climat d'insécurité, une politique de mano dura, soit une ligne très dure contre le crime organisé et la délinquance. De l'autre, des promesses pour une croissance économique fulgurante. Et pour ce faire, il propose de faire table rase et de changer de partenaire stratégique. Les Philippines ont longtemps été très proches des États-Unis, à tel point que Washington en est venu à qualifier de spéciale sa relation avec la nation insulaire, qui est considérée comme l'un des plus importants alliés stratégiques en Asie avec Taïwan, la Corée du Sud et la Thaïlande.
Mais depuis 2016, l'année de l'arrivée de Duterte au pouvoir, la coopération Mani-Washington s'effrite au profit de Pékin, surtout ces 2 dernières années. Mai 2017, Duterte affirme que le président chinois Xi menace de guerre les Philippines en cas de forage pétrolier. Avril 2018, le président philippin Rodrigo Duterte dit qu'il a besoin de la Chine, qu'il aime Xi Jinping. J'ai besoin de la Chine. Plus que quiconque à ce stade, j'ai besoin de la Chine. J'aime tout simplement Xi Jinping. Il a compris, il a saisi mon problème et il est disposé à aider. Donc, je remercie la Chine. Rodrigo Duterte, président des Philippines. Duterte compte notamment sur les investissements chinois pour relancer l'économie philippine et il n'est pas très ambigu. Notre destin est en Asie, pas au Moyen-Orient, où ils sont trop occupés à se battre et de toute façon, ils n'ont pas d'argent. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'êtes pas mon ami. Alors, je me tourne vers la Chine, qui elle, en a beaucoup. Rodrigo Duterte. Est-ce qu'une telle sincérité vous surprend? Vous ne devriez pas. Duterte n'est pas quelqu'un de normal et je vous ne parle pas que de sa présidence. Il est assez logique qu'il s'entende mieux avec des présidents autoritaires comme Xi Jinping qu'avec des dirigeants des démocraties occidentales. Ceci dit, ces dernières années, le gouvernement philippin a quelque peu pris ses distances avec Pékin. En 2016, la Cour pénale d'arbitrage a donné raison aux Philippines concernant leur souveraineté sur une partie de la mer d'Orient contestée par la Chine. Mais revenons à nos dictateurs. Qu'est-ce qu'on reproche à Duterte? Duterte, un président martial. Avec lui, pas de surprise ni d'entourloupe. S'il a une vertu, c'est sa franchise. Et concernant la lutte contre le narcotrafic, il n'a aucun scrupule. Le problème, c'est qu'il l'utilise comme paravent pour s'en prendre à des adversaires politiques. La communauté internationale le considère pour une partie comme un dictateur et un tyran. Et son respect quasi nul des droits humains les plus élémentaires n'arrange pas son cas. Un exemple concret qui vous parlera à tous, ce sont les quarantaines généralisées à l'ensemble de la population du fait du SARS-CoV-2. Duterte a promis d'appliquer strictement les quarantaines, quel qu'en soit le prix. Réponse de Duterte au coronavirus. Abattez-les. Mes ordres à la police et à l'armée. S'il y a des problèmes ou si une situation se présente où votre vie est en jeu, abattez-les. C'est compris? Je les veux morts. Je vous enverrai au cimetière. Ne testez pas le gouvernement. Rodrigo Duterte. 2 jours après ces déclarations, un agriculteur de 63 ans a été abattu par la police pour non-respect du port du masque. Selon les agents, l'homme les aurait menacés avec une faux. Le concept de réponse proportionnelle? Connais pas. On observe donc ces dernières années une augmentation des exécutions extrajudiciaires de civils par les forces de police à travers le pays. A priori, on sort du cadre des prérogatives de la police. Quiconque dehors, au mauvais moment, sera abattu. Bande de fils de... Officier de police philippin dans un reportage radio. Rien que ça. Dans certaines municipalités, sur ordre du gouvernement, les contrevenants au couvre-feu ont été enfermés dans des cages pour chiens. L'une des nombreuses peines appliquées qui pourrait facilement être confondue avec de la torture. On est loin des coups de bâton et des squats imposés par les policiers indiens aux récalcitrants ne respectant pas les mesures anti-Covid prises par le gouvernement Modi. Mais ces violations répétées des droits de l'homme n'ont pas commencé avec la pandémie. Duterte ne croit tout simplement pas à la réinsertion dans la vie civile. Comme il l'a exprimé à maintes reprises, ceux qui commettent des crimes ne sont que des déchets dont la société devrait se débarrasser. Il a donc mis en place une politique de tolérance zéro contre les trafiquants et les consommateurs de stupéfiants. Il pousse le vice encore plus loin en ordonnant aux forces de maintien de la paix de tirer à vue avec l'intention de tuer. Duterte a de fait systématisé les exécutions extrajudiciaires et les résultats de cette politique sécuritaire ne sont pas brillants. Il a fourni à la police et à son propre gouvernement les instruments pour se débarrasser d'individus encombrants en toute impunité. On a en tête l'exemple du massacre de Maguindanao en 2009, au cours duquel 57 personnes d'un même convoi avaient été assassinées dans une embuscade par un clan politique rival. Dans un contexte pareil, pas évident de s'opposer au gouvernement ou de dénoncer les magouilles de la police. Alors depuis l'arrivée de Duterte au pouvoir, au moins 6600 Philippins auraient perdu la vie selon la police. L'ONG Human Rights Watch et la Cour pénale internationale à La Haye estiment ce nombre à 30 000 personnes. Cette dernière a même autorisé l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité contre Duterte et son gouvernement. Pour couronner le tout, bon nombre de ces victimes n'avaient rien à voir avec le trafic de drogue ou les bandes criminelles, mais ont tout simplement été prises entre deux feux ou victimes de la corruption endémique. Alors on pourrait croire que la population philippine désapprouve une présidence si brutale. Et pourtant, le taux de popularité de Rodrigo Duterte est d'environ 81%.
Ça peut sembler surprenant et ça l'est d'une certaine manière, mais replaçons-nous dans le contexte. Dans une nation saignée par la criminalité, le trafic de drogue, la traite d'êtres humains et la pauvreté, pas étonnant que pour de nombreuses personnes, les grands principes tels que la liberté et les droits de l'homme passent au second plan. Seuls 15% des habitants de l'archipel considèrent la démocratie comme indispensable. C'est une histoire vieille comme le monde. Le désespoir, la frustration et la corruption sont souvent des portes grandes ouvertes à une nouvelle génération de dirigeants autoritaires. Les prochaines élections approchent aux Philippines. La Constitution interdit à Duterte de briguer un second mandat. Il a été question pendant quelques temps qu'il devienne le vice-président de sa fille, actuelle maire de Davao, qu'on présentait victorieuse si elle se fût présentée au présidentiel. Il a même été proposé qu'ils se présentent tous deux pour des partis différents pour maximiser leurs chances de victoire. Des stratégies peu démocratiques et moralement contestables. Mais les spéculations ont pris fin. Finalement, Rodrigo Duterte a présenté puis retiré sa candidature à un poste de sénateur en 2022. Sara Duterte est candidate à la vice-présidence aux côtés de Ferdinand Marcos Jr., fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos. Ils devront surtout affronter Isco Moreno, un ancien acteur devenu le maire de la capitale Manille, et Manny Pacquiao, un ex-champion de boxe reconverti en sénateur et qui avait lui-même été favorable à la campagne anti-drogue de l'actuel président. Quant au fils de Rodrigo Duterte, Sebastián, il est candidat à la mairie de Davao. À votre tour maintenant, on retourne sur les bancs du lycée et à nos bouquins de philo. Les droits de l'homme peuvent-ils être mis de côté pour une société plus sûre? La lutte contre le crime l'emporte-t-elle sur les droits de l'homme? Est-ce qu'on a besoin de plus de dirigeants comme Duterte? Je suis sincèrement curieux de savoir ce que vous en pensez. D'ici la prochaine, bonne route.